Massure a frappé notre mère si fort qu'elle est tombée, en disant qu'elle aurait dû faire ça depuis longtemps. Je raconte cette histoire à la première personne parce que c'est comme ça que je l'ai vécue, avec ma voix intérieure qui tremble encore quand j'y pense, et si je parle lentement, c'est parce que chaque souvenir pèse. Je m'appelle Lucas, j'avais 16 ans à l'époque, et dans notre appartement trop étroit pour contenir nos silences, il y avait toujours ce bruit de fond, pas une musique, plutôt une tension constante, comme un bourdonnement qu'on finit par ne plus entendre mais qui ne s'arrête jamais. Ma mère disait que tout irait bien, qu'on traversait juste une mauvaise période, mais les mauvaises périodes durent parfois toute une enfance. Ma sœur aînée, Camille, avait 19 ans. Elle était belle, intelligente, brillante même, mais quelque chose en elle s'était fissuré bien avant ce jour-là. Je ne savais pas encore mettre des mots dessus. Je savais seulement que quand elle entrait dans une pièce, l'air changeait. Notre mère faisait tout pour tenir debout. Elle travaillait trop, dormait mal, oubliait de manger, et quand elle parlait, sa voix était souvent fatiguée avant même d'avoir commencé une phrase. Elle nous élevait seuls depuis le départ de notre père, parti sans vraiment partir, laissant derrière lui des promesses vagues et des absences bien réelles. Camille lui reprochait tout. Elle disait que maman n'avait jamais su aimer correctement, qu'elle avait raté sa vie et la nôtre, qu'elle nous avait condamnés à être médiocres. Moi, je restais en retrait, témoin silencieux, essayant de ne pas faire de vagues, croyant naïvement que le silence protégeait. Ce jour-là avait commencé comme les autres. Un matin gris, une cuisine froide, le café qui brûle trop fort. Maman avait demandé à Camille si elle comptait chercher du travail ou reprendre ses études. Une question simple, posée sans agressivité, presque avec espoir. Mais chez ma sœur, les questions se transformaient en attaques. Je me souviens de son regard, dur, fixe, comme si elle avait attendu ce moment. Elle a commencé à parler vite, trop vite, des phrases coupantes, des reproches accumulés depuis des années. Je voyais les épaules de maman se voûter un peu plus à chaque mot. Elle ne criait pas. Elle disait juste calme-toi, on peut en parler, ce n'est pas comme ça. Mais Camille n'écoutait plus. Je me souviens du moment précis où j'ai senti que quelque chose d'irréversible allait se produire. Ce n'était pas le cri, ni l'insulte, c'était ce silence bref, cette fraction de seconde où Camille cesse d'arrêter de parler. Ses poings étaient serrés. Sa mâchoire tremblait. Maman a fait un pas vers elle, peut-être pour la calmer, peut-être pour la prendre dans ses bras, je ne le saurais. Et là, sans avertissement, le coup est parti. Un geste sec, violent, qui n'avait rien d'un accident. Le bruit a résonné dans la pièce, sourd, horrible. Ma mère est tombée en arrière, comme si le sol l'avait aspirée. J'ai entendu sa tête heurter le carrelage. Ce son-là ne me quittera jamais. Camille a crié quelque chose, une phrase que j'entends encore dans mes cauchemars. Elle a dit qu'elle aurait dû faire ça depuis longtemps. Pas exactement ces mots peut-être, mais le sens était là, brut, implacable. Comme si cette violence était, pour elle, une justice tardive. Je suis restée figée. Mon corps ne répondait plus. Je regardais ma mère à terre, immobile, les yeux ouverts, et ma sœur debout, haletante, comme si elle venait de courir très loin. Le temps s'est étiré. Une seconde a duré une éternité. Puis tout est devenu confus. Yaikri. Je me suis agenouillée près de maman. Je lui parlais, je lui demandais de ne pas fermer les yeux. Camille reculait, répétant que ce n'était pas sa faute, que maman l'avait provoquée, que personne ne l'avait jamais comprise. Je ne savais pas qui appeler, quoi faire, comment respirer. Le monde que je connaissais venait de se fissurer, et je comprenais, pour la première fois, que certaines lignes, une fois franchies, ne disparaissent jamais. Cette histoire, ce n'est pas seulement un coup. C'est tout ce qui l'a rendu possible. Et ce qui a suivi a tout changé. Après le coup, après le bruit sec de sa tête contre le sol, il y a eu ce moment étrange où plus rien ne semblait réel. Comme si la cuisine n'était plus notre cuisine, comme si je regardais une scène à travers une vitre épaisse. Je me souviens avoir posé mes mains sur le visage de ma mère. Sa peau était froide, trop froide pour l'heure du matin. Elle respirait encore, mais mal, de façon irrégulière, comme si chaque souffle lui demandait un effort immense. Je lui parlais sans m'arrêter, je lui disais son prénom, je lui disais que j'étais là, que tout allait bien, même si je savais que c'était un mensonge. Ma voix tremblait tellement que j'avais du mal à comprendre mes propres mots. Camille, elle, faisait les 100 pas. Elle passait ses mains dans ses cheveux, elle pleurait, puis elle s'arrêtait de pleurer, puis elle recommençait à crier. Elle répétait qu'elle n'avait pas voulu aller aussi loin, mais en même temps elle disait que maman l'avait cherchée, qu'elle l'avait poussée à bout. Je l'entendais sans vraiment l'écouter. Ma priorité, c'était ce corps à terre, cette femme qui nous avait portés, nourris, protégés comme elle pouvait, et qui maintenant ne se relevait pas. J'ai appelé les secours avec des doigts qui glissaient sur l'écran. J'avais l'impression d'être un enfant beaucoup trop petit pour une situation beaucoup trop grande. Quand les ambulanciers sont arrivés, tout est allé très vite. Ils ont posé des questions, beaucoup de questions, auxquelles je répondais mécaniquement. Camille s'était assise par terre, le dos contre le mur, le regard vide. Maman a été placée sur une civière. Je me souviens de la couverture qu'on a tirée sur elle, comme si ce simple geste la séparait déjà de nous. Avant qu'il ne l'emmène, j'ai croisé son regard. Elle était consciente, mais perdue.
Elle m'a regardé comme pour s'excuser, et cette image me déchire encore aujourd'hui. La police est arrivée ensuite. L'appartement s'est rempli de voix étrangères, de chaussures qui marchaient trop fort, de regards qui fouillaient notre intimité. On nous a séparés. On m'a posé des questions à moi aussi. J'ai raconté ce que j'avais vu, sans enjoliver, sans protéger personne. Chaque mot était une trahison et une nécessité à la fois. Camille, de l'autre côté, parlait fort, puis se taisait, puis parlait à nouveau. À un moment, elle m'a regardée. Pas avec de la colère. Pas avec de la honte. Avec quelque chose de plus dérangeant encore. Une forme de soulagement mêlé à la peur. Quand ils l'ont emmenée, menotte au poignet, j'ai senti mon ventre se nouer. C'était ma sûre. Celle avec qui j'avais grandi, avec qui j'avais partagé une chambre, des secrets, des rires autrefois. Et pourtant, je n'ai rien dit. Je n'ai pas couru vers elle. Je suis restée là, immobile, incapable de pleurer. J'avais l'impression que si je laissais sortir mes émotions, je me fondrerais complètement. Les jours suivants se sont enchaînés sans que je les vive vraiment. L'hôpital, l'odeur de désinfectant, les machines qui bipent, les médecins qui parlent avec des mots trop techniques pour dire simplement qu'ils ne savaient pas encore. Maman avait une commotion sévère, des contusions, et surtout cette fragilité nouvelle, comme si son corps avait compris quelque chose que son esprit refusait encore d'accepter. Elle me souriait quand j'entrais dans sa chambre, mais son sourire était différent, plus fragile, presque timide. Je passais des heures assis à côté de son lit, à écouter sa respiration, à lui raconter des choses sans importance, comme pour maintenir un lien avec la normalité. Je ne lui parlais pas de Camille. Elle non plus ne prononçait pas son prénom. Ce silence-là était plus lourd que tous les cris. À l'intérieur de moi, une guerre faisait rage. J'aimais ma sûre. Je lui en voulais. Je me sentais coupable de ne pas l'avoir arrêtée, de ne pas avoir vu les signes plus tôt, comme si un adolescent de 16 ans avait dû porter cette responsabilité. La famille a commencé à appeler. Certains prenaient parti. D'autres disaient qu'il fallait comprendre Camille, qu'elle allait mal depuis longtemps. Ces phrases me rendaient fou. Comme si aller mal donnait le droit de frapper, de briser, de faire tomber sa propre mère au sol. Je souriais poliment, je hochais la tête, mais à l'intérieur, je criais. Personne ne semblait vouloir regarder la réalité en face. Quelque chose s'était cassé, et rien ne pourrait le réparer complètement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette histoire ne se terminerait pas à l'hôpital. Que le coup porté ce matin-là continuerait à résonner longtemps, dans les tribunaux, dans nos têtes, dans nos relations. Et que moi, malgré moi, j'étais désormais au cœur de tout ça. La troisième phase a commencé quand le monde extérieur a repris ses droits, quand l'hôpital n'était plus le centre de tout et que la réalité administrative, judiciaire, humaine est venue s'asseoir sur ma poitrine. Maman est rentrée à la maison avec des gestes lents, une démarche prudente, comme si le sol pouvait encore la trahir. L'appartement n'avait pas changé, et pourtant il était méconnaissable. Chaque objet semblait chargé d'un souvenir trop lourd. La cuisine surtout. Le carrelage avait été nettoyé, mais dans ma tête, je revoyais sans cesse sa chute, son corps étendu, le bruit. Je passais devant cet endroit en retenant ma respiration, comme on traverse un lieu sacré et maudit à la fois. Maman faisait semblant d'aller bien. Elle disait que ça irait, qu'elle était forte, qu'il fallait avancer. Mais la nuit, je l'entendais pleurer. Pas fort. Des sanglots étouffés, retenus, comme si elle s'interdisait même le droit de souffrir. Je restais dans ma chambre, immobile, partagée entre l'envie d'aller la prendre dans mes bras et la peur de ne pas savoir quoi dire. Parce qu'il n'y a rien à dire quand une mère est frappée par son propre enfant. Aucun mot n'est à la bonne taille. Les convocations ont commencé. Police, assistante sociale, psychologue. On m'a expliqué que j'étais un témoin clé. Cette expression me donnait la nausée. Je ne voulais pas être une clé, je voulais être un fils, un frère, un adolescent normal. Mais je répondais présent. À chaque fois. Je racontais encore et encore la même scène, avec les mêmes détails, la même précision. À force de la répéter, j'avais l'impression qu'elle ne m'appartenait plus, qu'elle devenait une histoire officielle, froide, détachée de la douleur réelle. Camille était en détention provisoire. Je l'ai vue une seule fois, lors d'un parloir. Derrière la vitre, elle semblait plus petite, presque fragile. Elle avait perdu cette arrogance qui la caractérisait. Ses yeux étaient rouges, cernés. Quand elle m'a vue, elle a souri, un sourire maladroit, comme si on se retrouvait après une simple dispute. Elle m'a demandé comment allait maman. Yay, sit. Puis j'ai répondu la vérité, sans émotion apparente. Camille a baissé la tête. Elle a murmuré qu'elle regrettait. Qu'elle n'avait jamais voulu en arriver là. Qu'elle était en colère depuis trop longtemps. Je voulais lui dire tellement de choses. Que son regret arrivait trop tard. Qu'elle avait détruit quelque chose d'irréparable. Que maman ne dormirait plus jamais comme avant. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Parce qu'au fond de moi, malgré tout, elle restait ma sûre. Et cette contradiction me déchirait. On peut aimer quelqu'un et ne pas lui pardonner. J'étais en train de l'apprendre à mes dépens. À l'école, tout le monde savait.
Les regards avaient changé. Certains me prenaient en pitié. D'autres évitaient de me parler, comme si la violence était contagieuse. Les professeurs se montraient plus indulgents, ce qui me mettait encore plus mal à l'aise. Je ne voulais pas être le garçon dont Lassure a frappé sa mère. Je voulais disparaître, devenir invisible. Les nuits étaient les pires. Je revivais la scène en boucle. Parfois, dans mes rêves, c'était moi qui arrivais à temps, qui retenais le bras de Camille, qui empêchait la chute. Et puis je me réveillais, le cœur battant, en sachant que ce n'était qu'un mensonge de plus. Le procès approchait. Maman devait témoigner. Elle disait qu'elle le ferait, qu'elle n'avait pas le choix. Mais je voyais sa peur. Pas la peur de Camille. La peur de revivre. De dire à voix haute ce que personne n'aurait jamais dû faire subir à une mère. Elle me demandait souvent si je lui en voulais, à elle. Je ne comprenais pas la question. Elle disait qu'elle aurait dû voir la souffrance de Camille plus tôt, qu'elle avait échoué. Je la serrais contre moi et je lui disais que ce n'était pas sa faute. Mais au fond, je sentais que la culpabilité s'était installée en elle pour de bon. Moi aussi, je portais la mienne. Celle de n'avoir rien dit avant. Celle d'avoir cru que la colère de Massure était normale, passagère. Celle d'avoir choisi le silence. Je comprenais maintenant que le silence n'est jamais neutre. Il laisse la place au pire. À ce stade, je n'étais plus un enfant, mais je n'étais pas encore un adulte. J'étais quelque chose entre les deux, forcée de grandir trop vite, de comprendre trop tôt que certaines familles ne se réparent pas, elles survivent, parfois. La dernière partie de cette histoire commence le jour du procès, mais en réalité, elle commence bien avant, dans toutes ces nuits blanches, dans chaque regard évité, dans chaque respiration trop courte. Le tribunal était un bâtiment froid, impersonnel, comme s'il avait été conçu pour effacer toute trace d'humanité. Je me souviens d'avoir marché à côté de ma mère, lentement, en synchronisant mes pas aux siens, comme quand j'étais petit et que je voulais être sûre de ne pas la perdre dans la foule. Elle portait un manteau trop large, comme si elle voulait disparaître à l'intérieur. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai fait semblant de ne pas le voir. Camille est entrée escortée. Quand je l'ai vue, quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Elle n'était plus là sûre que je connaissais. Elle n'était plus non plus un monstre. Elle était juste une jeune femme brisée, coincée entre ses actes et ce qu'elle aurait pu être. Nos regards se sont croisés une seconde. Il n'y avait ni haine, ni tendresse. Juste une fatigue immense, partagée. Comme si nous étions tous les deux trop jeunes pour porter un tel poids. Les témoignages ont commencé. Les mots étaient précis, cliniques, détachés. On parlait de faits, de gestes, de conséquences. Quand ce fut le tour de ma mère, la salle est devenue silencieuse. Sa voix était faible au début, puis elle a trouvé une stabilité étrange, comme si dire la vérité la rendait plus solide. Elle a raconté le coup, la chute, la douleur, mais aussi l'incompréhension. Elle n'a jamais insulté Camille. Elle n'a jamais cherché à la détruire. Elle a juste dit qu'elle avait eu peur de mourir, et que cette peur-là ne partait jamais vraiment. Quand ce fut mon tour, j'ai senti mes jambes flancher. J'ai parlé lentement, comme si chaque mot devait être pesé pour ne pas m'écraser. J'ai raconté ce que j'avais vu. Rien de plus. Rien de moins. À la fin, le juge m'a demandé comment cette situation avait changé ma vie. Cette question-là, personne ne m'y avait préparée. J'ai répondu honnêtement. J'ai dit que je ne me sentais plus en sécurité nulle part. Que j'avais perdu Massure sans l'avoir vraiment perdu. Que j'avais gagné une peur permanente de la colère des autres. Et que je n'étais plus le même. Le verdict est tombé. Une peine. Des obligations. Des mots qui sonnaient comme une tentative de remettre de l'ordre dans le chaos. Camille a baissé la tête. Ma mère a fermé les yeux. Moi, je n'ai rien ressenti sur le moment. Ni soulagement, ni tristesse. Juste un vide immense. La justice avait fait son travail, mais elle ne réparait rien. Elle ne rendait pas l'innocence. Elle ne rendait pas le passé. Les mois ont passé. L'entertainment. Ma mère a commencé une thérapie. Moi aussi. On a appris à parler, à nommer les choses, à accepter que certaines blessures ne guérissent pas, elles se gèrent. Camille nous écrivait parfois. Des lettres longues, confuses, pleines de regrets et de tentatives d'explication. Ma mère les lisait, puis les rangeait. Elle ne répondait pas toujours. Elle disait que l'amour ne disparaît pas, mais que la confiance, elle, peut mourir. Aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, je ne cherche plus un coupable unique. Je sais qu'il y a eu de la souffrance partout, à différents niveaux. Mais je sais aussi une chose avec certitude. La violence n'est jamais une solution, jamais une libération. Elle laisse des traces sur tous ceux qui la croisent, même sur ceux qui regardent sans pouvoir agir. Je raconte cette histoire pour ne pas oublier. Pour donner une voix à ceux qui vivent dans des familles où la colère devient dangereuse. Pour dire que le silence peut tuer autant que les coups. Et parce que parfois, raconter, c'est la seule façon de continuer à avancer. C'est la fin de mon histoire. Pas parce que tout est réglé, mais parce que c'est là que commence autre chose. Une reconstruction lente, imparfaite, mais nécessaire.